J'ai une histoire à te raconter et une histoire qui se répète assez souvent, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une règle. Évidemment, il y a des exceptions, mais je pense que lorsque tu te lances en startup, et je l'ai vu maintes et maintes fois, pour les personnes qui essayent de travailler avec des grands groupes, je pense que c'est une connerie. Je pense que c'est une connerie à plusieurs niveaux. Quand tu lances une startup, potentiellement dans la tech, et que tu décides de cibler des grands groupes, généralement, c'est que tu viens d'un grand groupe, que tu as travaillé dans un grand groupe, que tu connais des gens dans un grand groupe et que tu sais que les contrats en grand groupe, c'est les contrats qui t'apportent beaucoup d'argent. Donc l'histoire assez classique, et je l'ai vu encore une fois récemment, un fondateur se lance, il close 3-4 deals avec des grands noms, AXA, Total, L'Oréal, c'est génial. À la suite de ça, donc ils étaient à la base 2 ou 3 cofondateurs. La boîte a beaucoup de traction, elle a beaucoup de traction, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir des investisseurs pour lever, pour recruter. Donc là, ils ont de l'argent maintenant pour recruter. Sauf qu'en fait, rapidement, ils se disent, bah, moi, en 6 mois, 1 an, j'ai closé 3 comptes entreprises, donc 3 grands groupes. J'ai donc recruté des commerciaux. Et mes commerciaux, ils vont faire la même chose. Donc, si j'en recrute 1, ils vont en closer 3. Si j'en recrute 2, 6, et ainsi de suite. Et ils tracent un peu leur projection dans leur BP. Ils se frottent les mains, ils sont excités. Ils se disent, génial, on va faire énormément de thunes, ça va être la folie. Sauf qu'ils recrutent un premier commercial. Et ce commercial, après 3 mois, il a toujours rien closé. Après 6 mois, il a toujours rien closé. Après 9 mois, il a toujours rien closé. Et là, ils comprennent pas trop. Puis ils décident de virer ce commercial. Au board, ils disent, ah putain, on a recruté les mauvais. Donc le board leur dit, ah ouais, mais vous en avez recruté qu'un. Essayez d'en recruter au moins 2 ou 3. Comme ça, vous les mettez en compétition et vous voyez ce qui marche bien. Donc les mecs, ils se disent, bah ouais, c'est génial, c'est ce qu'on va faire. Et ils le font. Et après 6 mois, pareil, il y a toujours pas de deal closé. Ce que le founder avait pas compris, c'est que les deals qu'il a closés, il les a closés avec son réseau, avec sa volonté de fondateur. Donc peut-être qu'il a contacté des gens avec qui il était à l'école, qui bossent en grand groupe. Peut-être qu'il a contacté un ami de sa femme, ou peu importe. Mais en gros, il a utilisé un stratagème qui n'est pas reproductible. Et ça, je le vois très très souvent dans des boîtes qui veulent cibler des entreprises. C'est que des grands comptes, je dis enterprise parce que c'est le mot anglais, mais c'est des grands comptes en français. C'est qu'en fait, c'est des gens qui arrivent rapidement à closer lorsqu'ils utilisent leur réseau. Et en fait, ils se mentent à eux-mêmes. Ils se disent qu'ils ont un produit ou une solution qui est tellement géniale, c'est que ça va fonctionner. Sauf que généralement, ce qui se passe, c'est que dans les deals qu'ils ont closés, quand un jour, il se pose une question et il revient vers son CTO et il se dit, ça serait cool qu'on regarde un peu l'adoption de l'outil, tu vois, puisqu'on a réussi à vendre un contrat à, je sais pas, 500, 1000 sièges, donc 1000 utilisateurs. Et là, en fait, quand il se pose, il se rend compte que tu as 3 personnes qui ont ouvert le logiciel dans le dernier mois. Et ça, honnêtement, tu vois, cette histoire que je te raconte, c'est pas une histoire qui est isolée. C'est un truc qui arrive très fréquemment. Ça arrive fréquemment pour plusieurs raisons. De 1, c'est difficile d'avoir beaucoup d'adoption dans des grands groupes. Les gens, ils utilisent déjà plein d'outils, ils ont des solutions qui marchotent. Peut-être qu'elles marchent moins bien que la tienne, c'est sûr. Mais pour que les gens fassent un changement dans des groupes où c'est des énormes paquebots, tout bouge tellement lentement que c'est très dur de réussir à avoir de l'adoption. Et que les boîtes qui, en général, ont énormément d'adoption sont les boîtes qui deviennent des billion-dollar compagnies. Donc, d'un point de vue investisseur, ça a du sens de miser sur ces boîtes puisque le reward, le gain potentiel est exceptionnellement grand. Pour regarder, Slack, ça a été adopté par les enterprises et leurs plus gros deals sont des enterprises et l'adoption, elle est folle. Mais Slack n'a pas commencé avec des enterprises, avec des grands comptes. Slack a commencé avec des petites boîtes. Et la raison pour laquelle ils ont commencé avec des petites boîtes, c'est que lorsque tu commences avec des petites boîtes qui sont agiles, l'adoption, elle est plus grande parce que la petite boîte, si ton produit c'est de la merde, eh ben, elle va te churner, elle va arrêter de payer. Et même quand ton produit il est bien, si la petite boîte ça va pas trop, eh ben, ils vont aussi te churner. Alors qu'une entreprise, quand tu les as signés sur 1 an, 2 ans, 3 ans, la chance pour que ton contrat soit renouvelé parce que machin a changé de job, etc., etc., et donc on a oublié en fait qu'on payait ça, elle est très grande. Et donc, dans les enterprises, il faudrait retrouver la stat, mais tu as un nombre d'outils utilisés et dont personne ne se sert. Et récemment, en fait, avec le retournement un peu économique qu'on a pu observer en fin 2021, début 2022, pardon, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, le rôle et le pouvoir a été transféré au CFO, qui lui s'est mis à regarder les dépenses parce que les boîtes, elles devaient être un petit peu plus lean et être gérées de meilleure façon. Et les CFO, du coup, se sont mis à couper énormément de logiciels et donc il y a eu beaucoup de churn même dans des boîtes qui étaient très enterprise friendly pour une raison qui était simple, c'est qu'il n'y avait pas d'utilisation. Et donc moi ce que je vois beaucoup, si on reprend notre ami qui avait créé sa boîte, recruté des sales avec la levée, c'est qu'au bout d'un moment, après ces 18 mois où les seuls deals qui ont été closés c'était les siens et au tout début, et qu'il se rend compte qu'en fait son produit est pas trop utilisé, et pire encore c'est qu'il n'arrive pas
à rentrer vraiment en contact avec les utilisateurs pour comprendre pourquoi, parce que ils ont toujours 1000 rendez-vous, ils ont toujours plein de choses à faire et que tu es le dernier de leurs soucis, et ben en fait, il se rend compte que le cash qu'il a levé, il arrive un petit peu à la fin, que tous les salons qu'il avait fait, les articles qu'il avait pu avoir, les interviews qu'il avait fait sur des chaînes de télé de renom, telles que BFM, et ben en fait, tout ça, ça a aucune valeur. Ça a aucune valeur puisque le cash n'est plus là et que la boîte, elle va se casser la gueule. Et ça, je le vois très très souvent. Évidemment, tu as des contre-exemples. Tu as des gens qui arrivent avec une solution qui est enterprise ready, qui arrivent avec quelque chose qui va être très utilisé dès le départ et qui fonctionne. Mais dans de nombreux cas, je vois des gens s'énerver sur leurs commerciaux alors que leurs commerciaux n'ont rien fait, qu'ils n'ont pas du tout la présence d'esprit de réaliser que les deals qu'ils ont closés, c'est uniquement par leur bagou et leur réseau et que c'est des gens qui leur ont plutôt rendu un service qu'en réalité n'ont acheté une solution à un problème spécifique et donc du coup qui ont un process qui est pas répétable. Mais que comme ils ont vendu une vision exceptionnelle aux investisseurs, ils se retrouvent un peu enfermés dans leurs propres mensonges. Et ça, c'est un problème. Donc moi, mon conseil, et beaucoup plus de boîtes ont réussi à grossir et à dominer des marchés de cette façon, c'est de toujours cibler des gens avec qui tu peux avoir beaucoup d'interactions. Et en général, ces gens-là, c'est des boîtes qui sont plus petites. Et pourquoi est-ce que ça marche sur le long terme? Parce que quand tu arrives à plaire à des gens qui ont vraiment un problème qui doit être résolu et il faut que ta solution, elle puisse résoudre à 100% ce problème, sinon ils vont partir, et ben l'exigence du produit est toujours plus élevé et par conséquent, le produit que tu vas développer sera un produit de meilleure qualité. Et aujourd'hui, je le vois avec des acteurs dans notre industrie qui ont décidé de commencer par des enterprises et qui avaient réussi à signer des gros deals au tout départ. Je ne vais pas citer de nom, mais des boîtes aux US avec qui je m'entends bien, où le fondateur, excellent sales, très rapidement, en quelques années, faisait déjà plusieurs millions de chiffres d'affaires. Donc après, on est aux US, donc évidemment, les chiffres sont pas forcément comparables en France, mais pour vous donner une idée, en 1 an et demi, plus de 10 millions d'ARR, etc. Mais en fait, c'est des gens qui rapidement ont eu un plateau, puis ensuite de la décroissance, parce que oui, tout l'aspect vente était très bien maîtrisé, mais l'aspect delivery et product n'était pas là. Et nous, ça a été l'inverse. On a eu une croissance qui a été assez exponentielle, mais quand même moins rapide puisque les deals étaient beaucoup moins gros. On a atteint un plateau, pas parce que le produit était pas bien, mais parce que la cible n'était pas la bonne. Et lorsqu'on a recadré sur la cible, en fait, la croissance, elle est repartie de façon exponentielle. Et aujourd'hui, sur ce marché-là ou des marchés un peu plus gros, nous, on arrive avec un produit que les enterprises n'ont jamais vu. En fait, on a tellement d'avance technologique sur toutes ces personnes qui ont passé plus de temps à essayer de closer que d'apporter de la valeur au niveau produit, qu'en fait, on les détruit. Et moi, ma vision, c'est qu'aujourd'hui, on a une place sur le marché à prendre. En fait, tous nos gros concurrents qui ont levé des centaines de millions, on se retrouve face à eux constamment, donc Salesloft et Outreach, et on les sort constamment. Genre, notre win rate par rapport à Salesloft et Outreach, il est extrêmement élevé. Alors que tu peux te dire, c'est des boîtes qui ont levé plusieurs centaines de millions, etc. Oui, mais en fait, ils n'ont pas développé pour leurs clients. Ils ont développé pour de l'enterprise. Et pour de l'enterprise, ça veut dire qu'ils ont développé des trucs et l'utilisateur final, il s'en fout en fait. Et ça, c'est vachement important. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu feras pas cette erreur assez classique que beaucoup ont fait et que ta boîte sera un énorme succès. Bisous!